Alors bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là, c'est un plaisir de vous voir si nombreux et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter nos deux conférenciers. Alors honneur aux dames, je commence par Michel, la présidente du MFR, qui est une juriste engagée et une militante influente. Elle est juriste de formation, ancienne porte-parole des ADC en Suisse romande, et maintenant, elle est à la tête du MFR, donc le mouvement fédératif roman, qu'elle préside avec une détermination sans faille. Je vous le confirme. Elle s'impose comme une voix puissante et respectée dans le tumulte de notre époque et s'engage dans la défense des libertés et des droits fondamentaux ainsi que de la souveraineté du peuple suisse. Sous sa houlette, le MFR s'est érigé en porte-étendard d'une résistance lucide, dénonçant avec force les dérives autoritaires et les atteintes aux droits citoyens, notamment face aux mesures liées à la crise sanitaire ou aux accords internationaux controversés. Armée d'une rigueur juridique et d'un sens aigu de la justice, elle guide le mouvement dans des actions concrètes, pétitions, courriers aux autorités, organisation de débats, engagement dans des comités référendaires, organisation de diverses manifestations, pour redonner une voix au peuple face à des décisions souvent perçues comme éloignées de ses aspirations. Communicante passionnée, elle intervient régulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux pour défendre ses convictions. Son approche directe et sa quête de vérité en font une voix influente dans le débat public suisse, prônant une résistance pacifique, ancrée dans le droit et dans la foi. Voilà pour Michel. Et puis maintenant, notre deuxième conférencier, Monsieur Jean-Frédéric Poisson, que vous connaissez peut-être moins parce que c'est un homme politique français. Jean-Frédéric Poisson est docteur en philosophie et juriste. C'est un homme politique aguerri qui a un parcours atypique. Il se distingue comme une voix singulière dans le paysage français. Il est à la tête d'un parti politique qui s'appelle VIA, la Voix du Peuple. Il a été fondé en 2001 par Christine Boutin et il est devenu ensuite le Parti chrétien-démocrate en 2009 avant d'adopter son nom actuel, donc VIA, en 2020. Et il préside ce parti depuis 2013. Il porte avec constance une vision conservatrice ancrée dans une défense farouche des valeurs traditionnelles et de la souveraineté nationale. C'est ce qui nous réunit ce soir. Il a su, par sa rigueur intellectuelle et son éloquence, s'imposer comme une figure respectée, dénonçant sans relâche les excès d'un progressisme qu'il juge déraciné. Il aborde avec clarté des sujets comme la bioéthique ou la souveraineté, s'appuyant sur son expérience et ses convictions. Ses idées, souvent tranchées, invitent à la réflexion sans fioriture. Il incarne une droite sociale et nationale, ancrée dans la foi et la résistance au globalisme, tout en développant une réflexion approfondie sur les enjeux contemporains, notamment sur les relations avec l'Europe de Bruxelles et la bioéthique. Voilà, alors je vous remercie d'accueillir chaleureusement nos deux conférenciers. Alors merci beaucoup Frédéric pour ta présentation, je suis très flattée. Je ne sais pas si elle est tout à fait sincère ou bien parce que comme c'est la vice-présidente, elle a peur. Enfin non, je ne pense pas. Elle est terrorisée, d'accord. Alors bon, pour commencer, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de cette soirée, je vais vous faire la lecture. Ils se disent, mince, elle va commencer à lire, là-bas. Non, je vais faire la lecture d'un petit courrier que j'avais écrit au nom du mouvement fédératif roman au mois d'octobre 2024 pour faire un petit bilan de rentrée. Alors, le titre s'intitulait, d'ailleurs, si vous avez vu l'affiche, ça commence par « Rien ne va plus ». Alors, l'affiche d'aujourd'hui, c'est « Rien ne va plus dans la Confédération ni dans la République », mais moi, je vais parler de la Confédération. Rien ne va plus dans cette pauvre Confédération. Alors, petit bilan de la rentrée 2024. Pas de chance. Il ne sera vraiment pas très positif ni exhaustif, tant les événements qui s'enchaînent et les décisions qui sont prises reflètent la médiocrité de ceux qui sont aux commandes. À quoi nombre de Suisses, encore dans l'illusion d'un État au service de ses citoyens, me répondraient « Mais que feriez-vous à la place du Conseil fédéral ?» On me l'a fait souvent celle-là d'ailleurs.
Tout d'abord, nous n'avons pas vocation à gouverner et de surcroît, nous sommes les commanditaires des autorités et non l'inverse, ce qu'ils ont tendance à oublier. Nous ne devons donc rien à celles-ci, mais elles nous doivent tout. Et c'est bien là que le bas blesse. La Suisse vit une crise institutionnelle, j'aimerais rajouter aussi spirituelle, que trop peu de ses citoyens discernent. Alors la liste des sujets qui fâchent est si longue que nous nous contenterons ce soir de quelques morceaux choisis entre guillemets au hasard et à l'importance variable. Leur point commun, cependant, réside dans l'immense, je le dis, foutage de gueule du citoyen contribuable, d'ailleurs surtout contribuable et accessoirement citoyen. Parlons de l'image de marque de la Suisse, qui a été bien écornée avec l'organisation d'un sommet, vous vous en souvenez sûrement, pour la négociation de la paix dans le conflit ukraino-russe, dont le concept était tout à fait innovant, à savoir que l'un des protagonistes n'a tout simplement pas été invité. De fait, il s'agissait d'un week-end entre copains de promotion pour le plan Zelensky, lequel, en tant qu'acteur que vous connaissez, a réussi à venir gratter quelques milliards. Le tout se jouant quand même dans un cadre magnifique et luxueux, aux frais de la princesse, bien sûr, comprendre l'éternel vache à lait contribuable, entrecoupé par les atterrissages et les décollages des jets privés. Et alors, l'empreinte carbone, on y pense un peu ? Non, mais on s'en fout, de toute façon, ça ne concerne que ceux qui payent les billets. Et puis, puisque l'on parle de cette guerre, peut-être pourrait-on parler de l'abandon de la neutralité. Pourtant, c'est l'un des marqueurs de l'ADN suisse, non ? Piétiné, malmené, écrasé, qu'en reste-t-il ? Le peuple suisse est-il informé que la Suisse, neutre, est l'État qui a pris le plus de sanctions contre la Russie, juste après les États-Unis ? Sait-il que la Suisse figure maintenant sur la liste des ennemis de la Fédération russe ? Et cela explique-t-il la crainte de Madame Amerd, chef de l'armée, jusqu'à demain, parce que demain, vous savez qu'il y a l'élection au Conseil fédéral où elle va être remplacée, de voir les chars russes traverser nos frontières. Bon, rassurez-vous, chère Madame Amerd, je pense que M. Poutine a d'autres chats à fouetter. Est-ce pour cette raison qu'elle prévoit un plan à 10 milliards pour nous réarmer, alors qu'il n'y a plus d'argent pour les retraites de nos aînés ? Nous passerons aussi rapidement sur les 36 avions F-35 américains que le Conseil fédéral a achetés, sans accord du peuple, ni du Parlement d'ailleurs, et qui coûtent une fortune à chaque sortie, à 2 appareils les sorties quand même, hein, et dont les manettes de commande restent en main américaine pour 32 d'entre eux, RUAG ne finalisant que 4 appareils. Donc en fait, ça veut dire que les Américains ont aussi, ils ne veulent pas qu'un avion décolle, ils ne décollent pas, hein, c'est ça. Ce qui nous conduit directement à un très très gros sujet, la gestion des rangs AVS en main américaine. Voilà. De fait, la Suisse est devenue le 51e État américain dont l'infiltration est patente. Alors, quid de notre souveraineté, c'est le sujet de ce soir quand même, vous savez, cette notion d'autodétermination qui figure dans notre Constitution. Souveraineté que Mme Baumschneider bazarde avec désinvolture à l'OMS, prête à signer un traité dont l'application aurait des répercussions liberticides pour les ressortissants helvétiques. Et oui, la propagande d'État a le vent en poupe, avec une RTS inféodée au Seigneur, lire Seigneur SEI, mais aussi SAI, qui régente l'État suisse, largement financé par la redevance. Et oui, il n'est plus nécessaire d'informer les citoyens, mais bien de les abreuver de propagande légale. Est-ce qu'il y aurait une propagande illégale ? Bon. Le titre de 20 minutes, d'ailleurs, la SSR a gagné. La propagande du Conseil fédéral est légale. Je pense que ça ne nous échappera pas. Dernière anecdote, mais qui vaut le détour, ça c'est pratique, c'est vraiment pour vous, Jean-Frédéric, vous allez beaucoup apprécier. Le recyclage de ministres français déchus en professeurs des universités suisses. Désolée, hein, désolée. Bon, on a eu Agnès Buzyn avant, donc on continue sur la lancée. Cela prêterait presque à rire si la rétribution de M. Bruno Le Maire pour son enseignement, comprendre comment vider les caisses de l'État et creuser un déficit de 3 000 milliards d'euros, à nos élites estudiantines ne sortait pas directement de la poche des administrés vaudois qui apprécieront de payer son salaire.
Nous ne parlons même pas ici des talents littéraires de M. Le Maire, des talents littéraires pornographiques, si vous ne le savez pas déjà. Décidément, rien ne va plus dans cette confédération. Voilà, donc ça c'était pour le petit courrier qu'on a fait au mois d'octobre à notre cher Conseil fédéral. Et puis maintenant, on va peut-être un petit peu enchaîner sur le système politique suisse. Jean-Frédéric, je pense qu'il a une petite idée du système politique suisse, mais on va peut-être tout de suite lui dire que c'est un mythe, que ce n'est pas tout à fait la réalité, qu'effectivement le système politique suisse est un excellent système. Franchement, moi j'adore. J'ai toujours adoré ça quand j'étais étudiante en droit, je trouvais que c'était fantastique. Je continue à trouver que c'est fantastique. Le problème c'est qu'il est très mal habité et puis qu'il commence à être très sérieusement biaisé. Alors bon, on a le fédéralisme, c'est extraordinaire le fédéralisme, parce que imaginez-vous, bon, ça ressemble beaucoup au système américain, ce qu'il faut comprendre dans le fédéralisme, c'est que les compétences, ce n'est pas les compétences qui viennent du haut vers le bas, ce n'est pas l'État central qui se permet de donner des compétences aux cantons. Non, c'est les cantons qui ont toutes les compétences et qui les font remonter au gouvernement. Le gouvernement, conseil fédéral, il faut entendre qu'en fait, le gouvernement en Suisse ne devrait pas gouverner, il devrait juste gérer ce qui se passe. Il est nommé pour ça. 7 personnes, une collégialité, gérer la Suisse, pas pour gouverner. Gouverner, c'est le Parlement qui doit faire la politique, ça doit venir du Parlement. Donc on a de magnifiques institutions, et puis on a une démocratie qui n'est pas directe. On vous dit toujours que cette démocratie directe, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai parce que vous avez des outils tels que l'initiative qui vous permet en tant que citoyen de dire, bah tiens, moi j'aimerais bien qu'on fasse une loi sur telle et telle chose, donc je vais constituer un comité et je vais lancer une initiative. Ça, vous savez, en tant que Suisse, on peut faire ça. Ça coûte très cher quand même, hein, il faut le savoir. Donc c'est pas un truc gratuit, j'ai l'impression que les pays étrangers pensent toujours que la Suisse c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire pour beaucoup de choses, mais ça coûte très cher de faire ça. C'est pas gratuit pour le citoyen. Il doit quand même, quand vous faites un comité, vous devez réunir beaucoup d'argent pour mener à bien l'initiative et parfois elles n'arrivent pas parce qu'on n'a pas assez d'argent, tout simplement. Et puis, bon, bien sûr, on a le sacro-saint référendum qui nous a permis de nous exprimer 3 fois sur la loi Covid. On s'est pris 3 fois une baigne, il faut le dire. Et ça, c'est vraiment les citoyens qui ont mis tout leur cœur pour arriver à récolter toutes ces signatures. C'est très compliqué. Et ça, je crois que les pays étrangers ne se rendent pas compte de la difficulté. Moi, je sais que vous le savez tous ici, puisque vous allez souvent sur le terrain et vous essayez de convaincre les gens de signer le référendum. Alors, un référendum, ça ne veut pas dire que si on n'est pas d'accord avec une loi, eh bien, cette loi ne va pas passer. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'on va pouvoir en discuter et on va pouvoir voter. Donc, elle peut très bien passer. C'est parfaitement démocratique, c'est très bien. Mais ça coûte beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et puis, ça énerve un peu l'Union européenne, même beaucoup, parce que ça permet aux Suisses de dire non à certaines choses. Malheureusement, et là, bon, désolé, Jean-Frédéric, ce ne sera pas le modèle pour la France non plus. De toute façon, la France, c'est plutôt une monarchie, faut dire aussi. C'est plutôt ça, les Français, ils aiment bien la monarchie, pas les Suisses. Eh bien, badaboum, c'est malheureusement souvent biaisé, parce qu'on va nous dire, c'est fantastique, vous avez une loi, vous avez un référendum, qui vous allez pouvoir dire non. Alors, prenons un exemple, puisque c'est d'actualité maintenant, l'identité numérique. Est-ce que vous vous souvenez qu'en 2021, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a présenté cette histoire en disant l'identité numérique, chouette, tralala et tout. Et qu'est-ce qu'a dit le peuple suisse? Il a dit non, nous, on n'en veut pas 65% de non, c'est énorme quand même. Et voilà que depuis 2021, les choses se passent et on arrive maintenant en fin 2024 et on nous représente la même chose en nous disant le peuple suisse n'a rien compris. En fait, ils ont dit non parce qu'ils pensaient que c'était délégué à des entreprises privées. Je peux vous assurer que les Suisses, c'est pas ça qu'ils ont compris. Ils ont bien compris qu'on voulait leur fournir l'identité numérique et ils n'en voulaient pas. Alors ils reviennent avec ça. Donc en fait, on a dit non. Pourquoi on a voté? Donc on voit la limite de ces outils démocratiques. Et puis il y a des projets dans les tuyaux, comme par exemple de passer le nombre de signatures de 50 000 à 80 000. Alors bon, déjà 50 000, au secours, vous savez comment c'est difficile de les réunir. 80 000, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, on n'y arrivera jamais. Donc on n'y arrivera jamais. Et c'est une façon de dire non, les outils démocratiques en Suisse,
compte de l'énergie que le citoyen doit déployer pour vraiment pouvoir utiliser ces outils. Et puis, il faut rappeler, on n'est pas financé pour ce genre de choses. Qui sont financés? Uniquement les partis politiques, pas les citoyens lambda qui veulent un référendum. Voilà, alors je crois que là j'ai complètement cassé le mythe de la Suisse, hein, c'est fini. Mais il y a encore beaucoup de Français qui viennent en Suisse, parce qu'ils se rendent compte que c'est quand même un peu mieux que l'Union européenne. D'ailleurs, je pense que ce sont nos meilleurs ambassadeurs, c'est tous les étrangers qui viennent s'installer en Suisse parce qu'ils ont compris que l'Union européenne, c'était pas tout à fait souverain. Donc la Suisse, c'était quand même mieux. Voilà. Je vous laisse rebondir sur tout ça. Merci. Merci pour cette présentation tout à fait enthousiaste, optimiste, pleine de perspectives. Je voudrais d'abord remercier votre vice-présidente pour la présentation de tout à l'heure, qui était tout à fait partiale et insuffisamment élogieuse, mais enfin je m'en contenterai pour ce soir. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire que je voulais partager avec vous. Je vais commencer par quelque chose d'un peu général, si vous voulez bien. J'ai l'impression que nous sommes dans une période de mutation, de transition extrêmement brutale, très complète. De mon point de vue, c'est à la fois l'avènement et la fin de ce qui est né dans l'esprit des philosophes du XVIIIe siècle quand ils ont décidé de remplacer les principes de l'ordre politique qui étaient autrefois issus on va dire, du bien. Le but de la cité pour les classiques, pour nos anciens, c'était d'essayer de conformer la vie collective à une idée de l'homme qui était celle de son bonheur en définitive, et d'essayer, comme chacun d'entre nous essaie de trouver son bonheur à titre individuel, de faire que les circonstances permettent qu'on puisse le trouver tous ensemble. Et il y avait une espèce de... Il y avait des conditions pour ce bonheur. On n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de mentir. Enfin, c'était ce qu'on appelle le droit naturel quand on est... Les croyants, on appelle ça le décalogue, mais c'est à peu près la même chose. Et puis les classiques ont décidé, les Lumières ont décidé que c'était très contraignant. Et que ça n'était pas des conditions d'exercice de la liberté et du bonheur, c'est ce que croyaient les classiques. Les bonheurs bandits sont des entraves à la liberté. Et on va essayer de trouver un autre système pour faire en sorte que, non pas on soit tous emmenés vers quelque chose qu'on aurait en partage, qui serait plus grand que nous, mais au contraire un système politique qui permette à chacun de développer, de déployer ses propres aspirations, d'une certaine manière, quel que soit son système philosophique d'appartenance. Et ce qu'on n'a pas forcément beaucoup vu, c'est que ce qui a remplacé le bien, c'est en fait la relation de commerce. Pourquoi la relation de commerce? Parce que quand on est obsédé, ce qui était le cas des Lumières, par l'inégalité entre les personnes, entre les individus, la relation de commerce, le contrat, est la forme la plus parfaite de l'expression de l'égalité entre deux individus. Vous êtes tous les deux signataires, vous consentez tous les deux à la même chose, vous êtes d'accord sur le prix et sur la chose, comme on dit en code civil, en tout cas français, mais je pense qu'en Suisse, ça doit être assez proche. Vous vous engagez réciproquement à respecter les termes du contrat et vous êtes sanctionné si vous ne les respectez pas. Que vous soyez petit, puissant ou misérable, comme dit la fable de La Fontaine, quand vous signez un contrat, vous êtes deux parties égales aux 10 contrats. Vous avez les mêmes obligations, en tout cas, vous engagez, à des obligations chacun. Et petit à petit, cette relation de commerce est devenue, pour cette raison philosophique, la clé de l'organisation, devient la clé petit à petit de l'organisation des sociétés. Et c'est la raison pour laquelle le néolibéralisme est en train de triompher dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle tout est ordonné à ce que le commerce fonctionne. Et le plus grand reproche que je fais à l'Union européenne, c'est pas d'avoir essayé d'établir la paix entre ses membres, c'est une grande chose, la paix, il faut la souhaiter. Ça n'est pas d'avoir essayé d'inventer un système juridique qui la soutienne, parce que, à l'expérience, à compter seulement sur la bonne volonté des gens, s'il y a un peu de règles, un peu de sanctions, un peu de système, c'est assez aléatoire. Donc il faut bien inventer quelque chose qui régule tout ça. Mais c'est d'avoir placé ce système, placé toutes ces institutions, ils ont dit, sous l'égide des libertés, de la défense des libertés, de la défense de la paix, des valeurs européennes, je sais toujours pas ce que c'est, les valeurs européennes, comme les valeurs de la République en France, d'ailleurs, j'ai toujours pas compris ce que c'était, mais peut-être j'ai encore des efforts à faire. La seule valeur que connaît l'Europe aujourd'hui, c'est le commerce. Tout est fait pour que le libre-échange, la libre circulation des biens, des services et des personnes fonctionne quoi qu'il arrive. Et si on doit, pour réussir,
dans cette dimension. Supprimer la notion d'appartenance à une nation, et tout ce que ça veut dire. Déraciner les personnes, les priver de leur passé, de leur patrimoine, de leur culture. De temps en temps, contrevenir de manière extrêmement brutale aux droits des peuples et des personnes. C'est ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire du Covid. Par exemple, ce n'est pas le seul cas. Eh bien, allons-y. Allons-y. Et tant pis pour la casse que ça fait. Car, dans l'esprit de ces personnes, nous avons, nous, individus, comme seule vocation d'être des producteurs le jour, des consommateurs le week-end, et si nous pouvons dormir le plus possible et nous taire le plus souvent possible, c'est encore mieux. Pour réussir ça, il faut isoler les personnes. Il faut que les individus soient tout seuls. C'est la deuxième grande mutation. Autrefois, on avait une idée de la cité qui était, d'une certaine manière, fondée sur cette idée qu'il y a des choses collectivement qu'on doit réussir à faire, sur lesquelles on doit réfléchir, qu'on doit organiser, auxquelles on doit consacrer du temps. Et évidemment, dans ce contexte-là, les individus doivent pouvoir trouver leur place, bien entendu, mais il y avait une forme de primauté, de priorité du collectif sur l'individuel, de l'institution sur le désir personnel, etc. Le collectif l'emportait toujours d'une certaine manière. C'est du reste ce qui faisait une différence assez nette entre la gauche et la droite. La gauche était, cette philosophie de gauche était assez familière de cette idée selon laquelle l'individu doit se fondre dans quelque chose qui est plus grand que lui. Et regardez toutes ces notions que je suppose on connaît aussi chez vous, le collectif de travail, des organisations syndicales, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, sont des choses qui ont du sens dans cette perspective-là. Tout ça, vous remarquez bien que ce sont des empêcheurs de dépenser en rond pour nos néolibéraux. Ce sont des pôles de résistance extrêmement puissants. Et donc il faut les casser. Et quand vous avez isolé les individus, c'était le cas pendant la crise sanitaire, je vous renvoie, vous avez été confiné ensuite, je suppose, comme à peu près le monde entier d'ailleurs, enfin à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Nous avons vécu, de manière presque chimiquement pure, alors sur un temps réduit, heureusement, le rêve de tout système néolibéral. On a continué à consommer, on a obéi aveuglément. En France, on s'est signé des papiers, vous savez, pour avoir le droit de sortir de chez soi et de revenir. Comme je dis de temps en temps, la dernière fois que j'avais fait ça, c'était quand j'imitais la signature de mes parents, quand j'avais séché les cours, la veille, et que je signais le carnet de correspondance pour dire j'ai le droit de revenir à l'école parce que j'avais 14 ans. Là, j'en ai plus 14, au risque de vous surprendre. Enfin, on a fait n'importe quoi. Et sauf exception, on s'est laissé faire. Mais à notre décharge, c'est vraiment la seule excuse que je nous trouve parce que je suis très sévère avec l'atonie des peuples dans cet épisode. Vers qui aurait-on pu se tourner pour faire valoir qu'il fallait contester des décisions, qui étaient d'ailleurs la plupart du temps sans appel? En France, elles ont été prises par d'obscurs conseils de défense et conseils de sécurité qui n'ont jamais publié d'ordre du jour, jamais publié de compte rendu, jamais rendu compte de leurs débats ni de leurs décisions, et on a confiné 67 millions de personnes pendant plusieurs mois, à plusieurs reprises, sans qu'on ne dise rien. Au passage, en faisant adopter par le Parlement français une loi d'exemption de responsabilité pour les fabricants de vaccins qui pourraient éventuellement produire des effets secondaires. Donc, comme ça, la boucle est bouclée. Contre qui fallait-il se retourner pour... Il n'y avait pas de collectif, on était tout seul chez soi. Pas le droit de se réunir, pas le droit de sortir. En France, on a reporté un deuxième tour d'élection. Ça n'est jamais arrivé, cette affaire. Donc cet isolement des individus est quelque chose dont a besoin le système néolibéral pour se mettre en place. Il a besoin de détruire la nation, il a besoin de déraciner les personnes, il a besoin de couper les liens entre les gens. Et pour alimenter votre réflexion, si le sujet vous intéresse, vous allez voir qu'il est vaste. Plus on a besoin de parler de lien social et de vivre ensemble, je suppose que des expressions existent ici aussi, plus c'est le signe du fait qu'il n'y a plus de connexion naturelle et de solidarité naturelle entre les gens. C'est bien parce qu'on ne croit plus dans cette solidarité naturelle qu'il faut que l'État s'en occupe. Et vous voyez bien que c'est quand l'État qui s'occupe de recréer, entre guillemets, ce lien qui n'existe plus, qui devrait exister, qui ne se manifeste plus, comme dans le célèbre film avec Tom Hanks, Houston, nous avons un problème.
Ma troisième réflexion, puis je vais m'arrêter là pour le moment, c'est que, alors c'est l'actualité qui va me la fournir, mais vous l'avez tous évidemment constaté, ce qui vient de se passer en Roumanie est extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant. Le dernier précédent, il y en a eu un. Alors il n'a peut-être pas traversé la frontière, si j'ose dire. Il date de 1992, lorsqu'on a annulé le deuxième tour des élections législatives en Algérie. Parce que un groupe islamiste, moi je ne sais pas ce que c'est que les islamistes modérés, hein. On pourra parler du Moyen-Orient si vous voulez. J'ai fait 3 livres sur l'islam, je ne sais pas combien de voyages au Moyen-Orient, j'ai présidé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les moyens de Daesh, donc j'ai un peu regardé ces questions. Donc les islamistes menaçaient de prendre le pouvoir en Algérie, ils avaient eu une très grosse avance après le premier tour d'élection législative de 92. Et de manière... alors est-ce qu'on a bien fait ou pas? Je ne saurais vous dire. Est-ce qu'il valait mieux maintenir le régime actuel, qui est un régime de terroristes ancienne méthode? Ils n'étaient pas islamistes, ceux-là étaient marxistes. Le FLN qui a pris le pouvoir en Algérie est toujours au pouvoir aujourd'hui. Hein. C'était les militaires contre les islamistes. C'était ça, grosso modo, en 92. La France, François Mitterrand à l'époque, a décidé d'apporter un soutien total et entier au régime militaire du FLN pour ne pas que les islamistes arrivent au pouvoir. Fallait-il le faire? À l'époque, j'étais pas né, si j'ose dire, donc je ne saurais pas vous dire ça. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de précédent dans le monde occidental, méditerranéen et éloigné, depuis donc 33 ans. Ce qui s'est passé en Roumanie est gravissime. Là, il ne s'agit pas simplement d'ignorer les résultats d'un référendum, comme ça a pu se passer en Suisse, comme chez nous, en France. Il ne s'agit pas simplement de mettre des bâtons dans les roues des gens qui sont des opposants, en leur faisant subir les pires avanies, en les privant de micro, etc. Enfin, tout ça, c'est d'une certaine manière la règle du jeu habituelle. Non. Là, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'on invente des motifs pour annuler un tour d'élection qu'il a gagné, et on lui met sur le dos des fausses accusations pour l'empêcher de se présenter. C'est extrêmement grave. Il n'y a que dans les dictatures qu'on voit ça. Et alors, ce pays qui est membre de l'Union européenne, ça ne vous a pas échappé, la Roumanie, vient de subir cette avanie, avec la bénédiction de l'Union européenne, qui en est, c'est ma conviction, le principal artisan, un soutien actif du président français pour lequel je n'ai aucune espèce d'affection. Vous me permettrez, en tant que citoyen français, d'être un peu moins vif que d'habitude sur le chef de l'État dont je suis le ressortissant, car je ne suis pas sur mon territoire national, donc vous comprendrez que de temps en temps j'ai des formules qui sont un peu arrondies, mais n'ayez aucune espèce d'hésitation, je suis un de ses opposants, alors qu'il était jeune ministre de l'économie, ça fait donc 10 ans. Oui, donc c'est pas hier, c'est pas depuis qu'il est rentré à l'Élysée, je pourrais vous raconter ça. Donc ça c'est le signe d'un système qui perd la boule. Alors, je termine par là ce premier temps. Cette transition, on est en train de la vivre. Le propre d'une transition, c'est qu'on ne sait pas très bien à quoi ça aboutit, pour le coup, et on espère toujours être du bon côté du manche à la fin, hein, parce que j'en vois, alors je ne sais pas si l'extrême gauche et les mouvements islamistes sont un danger ici chez vous en Suisse, mais chez nous c'est très clair. C'est un danger avéré, qui a déjà d'ailleurs sous son autorité illégale, bien sûr, et illégitime, une portion et quelques portions du territoire national. Cette mutation, elle est à la fois brutale, elle nous fait du mal, elle est violente pour les personnes que nous sommes, elle est violente pour l'idée que nous nous faisons d'une société harmonieuse, mais j'y vois quand même une bonne nouvelle, il y a une espèce de chant du cygne. Parce que alors je ne suis pas du tout bouddhiste, hein, comme Frédéric l'a gentiment rappelé tout à l'heure, mais il y a parmi les citations de Bouddha qui peuvent faire réfléchir, il y a 3 choses qui ne peuvent pas se cacher très longtemps, c'est le soleil, la lune et la vérité. Et alors les deux, on comprend très bien, la troisième, on attend que ça vienne, mais je dis moi de temps en temps que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité monte par l'escalier. Donc ils arrivent tous les deux au même endroit, mais pas en même temps. C'est ce qu'on voit en particulier sur les effets de la crise Covid, les effets secondaires, les magouilles sur les achats de vaccins, etc. etc. Enfin, tout est en train de sortir petit à petit. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore de la place, malheureusement pour la brutalité que nous subissons, mais qu'à un moment ou à un autre, assez vite,
la vérité prendra dessus, et j'espère que les peuples se réveilleront. Donc je vous félicite et je vous remercie de participer là où vous êtes, au réveil des gens qui sont autour de vous, et je sais d'expérience que l'exercice est extrêmement difficile. Eh bien, ce que Jean-Frédéric vient de dire, ça me permet un petit peu de rebondir et de vous parler de vous demander, est-ce qu'on est vraiment encore en démocratie? Bon, parce que c'est ce qu'on nous chante à longueur de temps, l'Union européenne, tout le monde, on est en démocratie, mais les Suisses en Suisse, c'est sûr qu'on est en démocratie, mais est-ce qu'on est bien sûr qu'on est en démocratie? Déjà, il y a tout le monde de séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs, c'est quand même le signe qu'on est en démocratie. Et comme l'a très bien souligné Jean-Frédéric, le changement de cap, il a été vraiment perceptible au moment du Covid. C'est vraiment la crise qui a révélé, qui a fait un changement de paradigme. Le totalitarisme, la définition du totalitarisme, c'est que ça s'attaque, ça contrôle jusqu'à votre corps. Et il me semble que c'est exactement ce qu'on a vécu. Lorsque le contrat social il est remis en question, normalement le contrat social, c'est que vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans les limites de la loi. C'est ce qu'on a toujours vécu. Et puis qu'est-ce qu'on s'est rendu compte avec le Covid? Eh bien que votre citoyenneté, elle était soumise à des nouvelles conditions. Mais c'était quoi ces nouvelles conditions? Pour exercer vos libertés fondamentales, vous aviez besoin d'un pass sanitaire. Vous vous rendez compte? Donc là, on sent qu'on s'attaque à quelque chose de plus profond, on s'attaque au corps. Et quand on s'attaque au corps, on tombe c'est la définition même du totalitarisme. Alors, comment on fait pour en sortir? Alors, bon, pourquoi on y est arrivé? Parce qu'on a fait peur aux gens. Et qu'est-ce qui se passe? On continue à faire peur aux gens. Est-ce qu'après le Covid, vous avez vu, on a eu la guerre en Ukraine. Bon, ça continue parce que maintenant, on a bientôt les chars qui vont arriver à Lausanne. Je vous préviens, si jamais, on est proche. Et en même temps, Bruno Le Maire a mis l'économie russe à genoux. C'est quand même important de souligner. Ah bah, je ne fais pas dire. Donc, voilà, on en est là. Alors, comment on en est arrivé là et comment on en est arrivé à ce qu'il y ait une espèce d'apathie? Moi, c'est ce que je constate, il y a une apathie quand même assez hallucinante dans la population. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu très très peur, il y a eu un état de sidération, et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Pourquoi on en est là? Bon, moi, je vais vous donner mon point de vue. Je pense que, alors ça, c'est un point de vue, je pense que c'est un fait. Il y a déjà un niveau d'instruction, pas d'éducation, mais d'instruction en chute libre. Donc, moins on connaît son histoire, plus on devient perméable à des influences qui sont notamment les influences de l'État. C'est une chose. On a peur d'être ostracisé aussi. Parce que c'est difficile de s'opposer quand tout le monde est d'accord avec une idée, puis que vous arrivez, non, moi je ne suis pas d'accord, ça va un petit moment, mais pas trop longtemps. C'est difficile d'être ostracisé. Ça, c'est une seconde chose. Et puis, à mon avis, la principale, c'est la déspiritualisation. Donc, on ne croit plus à rien. Il y a des choses vraiment extrêmement matérielles, donc à la consommation. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce que disait Jean-Frédéric. Consommation veut dire intérêt économique. Donc en fait, c'est uniquement, on est dans une guerre qui est une guerre économique de plein fouet. On subit ça de plein fouet. Et on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources, on sent qu'on perd les ressources pour s'y opposer. Bon, ça c'est une vision un petit peu tristounette de l'affaire, parce que si vous êtes là ce soir, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme ça et qui sont prêts à se mobiliser. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est attaqué de toutes parts par différentes décisions, et ces décisions, parce qu'il s'est passé en Roumanie, effectivement, c'est très très grave, et puis ce qui est encore, qui est d'autant plus grave, c'est qu'en fait, ce sont des autorités judiciaires qui se permettent d'intervenir dans des décisions politiques. Et là, il faut bien comprendre, ça signifie que quelques juges peuvent décider que telle loi, tout d'un coup, non, telle loi, ça ne va pas. On la balaye, vous avez appliqué cette loi dans ce pays, mais non, mais ça ne va pas. La Cour européenne des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse? Il y a eu un petit truc. Bon, là, la Suisse a bien réagi, je dois dire.
Vous savez, peut-être vous vous souvenez, c'était l'année dernière, il y a eu un groupe de boumeuses, de grand-mères. D'accord. Je voulais rester un peu dans le vent, donc j'ai dit boumeuses. Hein. Ça fait Jones un peu, voilà. Bon. De grand-mères, on a mieux compris, de grand-mères suisses qui ont déposé une plainte à la Cour européenne des droits de l'homme en disant oui, non, mais ça ne va pas parce que la Suisse, elle n'applique pas suffisamment bien, elle ne prend pas assez de bonnes décisions pour sauver la planète et sauver le climat. Donc, elle était à la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont eu gain de cause. Alors bon, la Suisse, il y a des lois en Suisse, de savoir, justement pour préserver la planète, enfin tout le programme est tralala, hein, Dieu sait qu'il y en a, et on est plutôt à l'avant-garde des autres pays, hein, on fait encore mieux. Mais ça, c'est typiquement suisse, vous le savez, hein, nous on est des bons élèves, quand le maître nous dit de faire quelque chose, on fait vraiment très bien, on fait même mieux. Bon, donc on fait vraiment très bien. En Europe, on est meilleur que tous les Européens, il faut le dire. Hein. Eh bien, malgré ça, il y a eu cette décision. Donc, bon, la Suisse, ils ont envoyé bouler. Alors là, je dois dire que j'ai été ravie. Je me suis dit, tiens, tout d'un coup, la souveraineté, il y a eu quand même un petit éclair en disant, non, mais c'est bon, là, vous êtes gentils, mais on ne va pas être embêté avec ça. Alors, je dis ça, oui, mais c'est valable maintenant. Imaginons, vous savez qu'il y a ces bilatérales 1, les bilatérales 2, et que maintenant, on revient avec l'accord cadre, le nouvel accord cadre, en 3 parties. Maintenant, ils l'ont saucissonné. Pour mieux le faire passer, c'est toujours la même combine, hein, on saucissonne les choses et puis on réussit à les faire passer. Et en fait, ces accords cadres, ça n'est ni plus ni moins qu'une adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Pourtant, je tiens à préciser que même si on a gardé l'invitation un petit peu ouverte assez longtemps, depuis 2016, c'est entériné qu'il n'y a plus de demande d'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Mais on revient avec ça. Imaginez si vraiment on s'installe dans cette Union européenne, on fera quoi avec les décisions qui viendront de la Cour européenne? Est-ce qu'on pourra les mettre sous le tapis et dire oh non, on s'en fout? Ça va être compliqué pour la souveraineté. Parce que l'Union européenne égale plus de souveraineté. Alors déjà, c'est difficile en ce moment, pour différentes raisons. Et ça me permet de vous parler d'un de mes dadas, mais qui est aussi un des dadas de Jean-Frédéric, c'est le traité pandémique et le règlement sanitaire international. Le règlement sanitaire international, on avait jusqu'au 28 février, sauf erreur de ma part, dans le procès, il y avait une procédure de consultation du peuple suisse, donc n'importe qui pouvait écrire au Conseil fédéral, mais vous pouvez toujours le faire, pour demander le rejet des amendements qui ont été pris le 1er juin 2024. Mais ça, c'est typiquement une perte de souveraineté. Et quand on dit l'OMS, c'est le grand méchant. C'est pas l'OMS qui est le grand méchant, c'est nos États qui sont les grands méchants, parce que ce sont nos États qui sont d'accord de signer notamment ce règlement. Et j'ai appris aujourd'hui qu'au Parlement suisse, les parlementaires ont discuté et ils ne souhaitent pas, ils ne veulent pas que ce règlement sanitaire international, donc le rejet de ces amendements, soit soumis au vote du peuple suisse. Donc ils ne veulent pas de référendum facultatif. Voilà. Bon, c'est l'UDF qui n'est pas très contente avec ça, hein, ça bouge assez. Enfin, le Conseil fédéral a dit non, mais il n'y a pas de problème, la souveraineté n'est absolument pas en danger. Ben voyons. Ben voyons. Des mensonges, toujours des mensonges. Pourquoi tant de mensonges aussi? Pourquoi ça marche si bien, les mensonges? Ben aussi parce qu'on a un problème, on n'a plus de quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, vous savez, c'est les médias. Mais les médias, pourquoi on n'a plus de quatrième pouvoir? Parce que les médias sont financés par qui? Alors bon, ils sont à la botte du Conseil fédéral, on est d'accord, du gouvernement, on est d'accord, mais ils sont financés par qui? Ben, de nouveau par des grands groupes. Donc on revient, on retourne, on retombe sur cette problématique économique. De nouveau, nous ne sommes que de la marchandise, rien de plus. Parce qu'on est tombé, effectivement, on n'a plus de valeur, et on retombe dans ces échanges économiques qui viennent d'ailleurs du droit anglo-saxon, parce que initialement, ce n'était pas le droit anglo-saxon qui faisait loi sur le continent, c'était le droit commun.
Mais malheureusement, à cause de cette problématique du droit anglo-saxon, ben, on se trouve là aujourd'hui. Et notre problématique, ok, les gouvernements, c'est pas terrible ce qu'ils font. Mais il faut qu'on aille voir un petit peu plus loin. C'est pas seulement les gouvernements, c'est surtout les pressions que les gouvernements reçoivent de la part de grands groupes économiques. Le problème, il est là. Alors comment on fait? Est-ce qu'on baisse les bras? Non, on ne baisse pas les bras, et puis, ma foi, il faut attaquer là où on peut attaquer, c'est-à-dire à notre niveau, au niveau local. C'est toujours important de faire les choses au niveau local ou au niveau national. On ne peut pas s'attaquer aux grands groupes de toute façon. Mais on peut, en Suisse, alors malgré tout ce que je vous ai dit au début, malgré le fait que la Suisse, j'ai cassé le mythe, il n'empêche qu'on a encore des moyens démocratiques de faire bouger les choses. Est-ce qu'en France, on peut faire pareil? Oui, on peut faire pareil, d'autant plus qu'on n'est pas... les Français ne savent pas faire de réformes. Il leur faut une révolution tous les 30 ans, c'est-à-dire qu'ils cassent tout, ils découpent les têtes, ils aillent les gens contre des murs, ils les fusillent, et puis on recommence. Alors de temps en temps, ça se passe physiquement comme ça, maintenant c'est un peu plus symbolique, mais il faut des grandes périodes de désordre pour qu'on soit content. C'est pas faire les choses petit à petit, c'est pas notre tempérament. On n'est pas fait comme ça. Moi, je crois encore une fois que les grandes victimes des politiques modernes sont ce qu'on appelle des corps intermédiaires, c'est-à-dire ces groupes humains qui sont des groupes naturels, c'est-à-dire qui font presque partie de la nature humaine, et dans lesquels les personnes humaines font à la fois la découverte de l'épanouissement personnel en même temps que la découverte de la coopération à l'œuvre collective. Ces corps intermédiaires, on les appelle intermédiaires parce qu'ils sont intermédiaires entre l'individu tout seul et puis l'État ou la société, c'est-à-dire le groupe dans son entier. Au milieu, il y a des groupes d'hommes qui sont nos familles, nos entreprises, nos associations, nos territoires, ces lieux, ces groupes d'hommes dans lesquels on apprend quelque chose de la vie collective. Dans la famille, on apprend la vie sociale, sa langue maternelle, l'éducation à l'amour, si tout va bien, si, comment dire, ça tombe bien, si j'ose dire, si de temps en temps ça va plus compliqué. Dans l'association, on apprend la gratuité, le dévouement, le sens du service. Dans l'entreprise, la participation à la prospérité, la création de richesses, un métier. Et dans un territoire, on reçoit le patrimoine, la culture, enfin voilà. Tout ça fait partie de l'apprentissage humain. De ce qu'on évoquait tout à l'heure et de ce que Michel vient de révoquer, c'est-à-dire l'enracinement, le fait d'être quelque part, le fait d'être membre d'une communauté dans laquelle on doit quelque chose et dont on reçoit quelque chose, et qui a pour fonction, cette communauté, de nous protéger tous contre la toute-puissance de l'État. Ce qui est en train de se passer sous les yeux, c'est l'installation de la toute-puissance de l'État de manière légale et démocratique contre la volonté des peuples. Voilà le mouvement politique qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et donc nous sommes, nous, pays membres de l'Union européenne, un peu plus victimes que vous, parce que nous subissons, nous, l'autorité d'une puissance européenne qui est la Commission de Bruxelles, qui n'a, en principe, aucun pouvoir exécutif. Dans les traités, vous savez, la Commission de Bruxelles, c'est comme le Conseil fédéral, c'est-à-dire ils sont là pour... c'est même moins que le Conseil fédéral, parce que la Commission de Bruxelles, dans les traités fondateurs de l'Union européenne, elle est conçue comme un secrétariat général, c'est-à-dire elle enregistre les décisions qui sont prises par les chefs d'État et de gouvernement, et elle les met en œuvre, ces décisions. Mais elle n'a aucune autonomie, aucune autorité, aucun pouvoir de décision, ni même d'arbitrage. Elle est le bras armé des chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire des États membres. Petit à petit, par paresse, par peur, par fainéantise, par intérêt, les États ont transféré, l'air de rien, leurs compétences à cette commission, ou du moins, ils ont laissé la commission leur piquer leurs propres prérogatives. C'est ce qui est en train de se passer avec la défense. À aucun moment dans les traités européens, la Commission européenne n'a la moindre compétence en matière de défense. Pas la moindre. Même pas le droit d'acheter un pistolet à bouchon. Même pas ça.
Même pas le droit de dire à un État, non, là vous allez trop loin, il faudrait peut-être... Rien, rien du tout. Et la nouvelle Kaiserin de l'Union européenne, Mme von der Leyen, a décidé qu'elle allait dépenser 800 milliards, je ne sais pas où on les trouve d'ailleurs, mais 800 milliards pour réarmer l'Europe entière. 800 milliards, c'est beaucoup d'argent. Hein. J'avais fait cet exercice sur un plateau de radio un jour. J'avais en face de moi un député macroniste. Alors, le propre des députés macronistes, c'est qu'ils ont des milliards d'euros, mais alors, mieux que vous avec des balles en caoutchouc. Hein. C'est impressionnant. Il manie des milliards avec une aisance, mais alors c'est déconcertant. Puis à un moment, je lui ai dit, monsieur, mon cher collègue, pour que nos auditeurs comprennent bien ce qui se passe, tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'une seconde. Donc, et on voit, comparons une seconde à 1 euro. Bien, si 1 euro était une seconde, 1 million d'euros, ce serait 11 jours, et 1 milliard d'euros, ce serait 31 ans. Donc c'est juste pour essayer de vous faire toucher du doigt concrètement ce que signifie quand on parle d'1 milliard d'euros. 1 milliard de secondes égale 31 ans. Donc on parle d'autres ordres de grandeur. J'ai eu la chance dans ma vie, comme patron de collectivité locale en France, de gérer des budgets de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc je vois à peu près ce que c'est. 1 million d'euros, une dizaine, un gros investissement, une piscine, des crèches, une école. J'ai piloté la construction de ce genre d'équipement, je vois à peu près ce que ça représente. Mais 1 milliard, c'est assez lointain, vous voyez, et là on parle de 800 milliards. 800 milliards. Il y a grosso modo le budget des dépenses sociales de la France pendant 1 an. Voilà ce que ça veut dire comme ordre de grandeur. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Dont on apprend par ailleurs qu'évidemment, pour la France en tout cas, si on continue au rythme où nous sommes, un peu plus, presque les 2 tiers seront consacrés à l'achat d'armement américain, parce qu'on va acheter ça sur l'étagère, évidemment, comme en Suisse. Dans la mesure où les Européens se sont petit à petit délestés de leurs industries d'armement, les grands pays, les grands pays les plus peuplés, l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. On n'est même plus capable de fabriquer les munitions de nos fusils maintenant en France, on achète ça chez les Tchèques, alors ils font ça très bien, mais le jour où la Tchéquie décide de ne plus fabriquer de munitions, il n'y en a plus. Donc, il est normal que ces pays de l'Union européenne se soient petit à petit déchargés de leur souveraineté parce qu'ils ont choisi de se décharger de leur indépendance. Donc, quand vous décidez de ne plus être indépendant, ça ne sert à rien d'être souverain. D'ailleurs, la réciproque est vraie. Si vous ne voulez pas être souverain, ça sert d'être indépendant à rien. Or, c'est ça le mouvement qui s'est produit. Mais vous ne pouvez pas... ce qui motive mon opposition... alors, j'étais pas encore entré en politique au moment de l'année de Maastricht, il y a 33 ans, 92, mais je militais déjà férocement contre. Pour prendre un exemple que dans l'industrie française on connaît bien, lorsque 2 très grands groupes industriels qui sont Alstom pour la France et Siemens pour l'Allemagne ont décidé un jour d'essayer de se regrouper pour concurrencer les géants indiens, américains, chinois de leur secteur d'activité et constituer des groupes d'une taille comparable pour pratiquer les mêmes prix, les mêmes coûts d'achat de matières, la même diversité de gamme de produits, enfin de la concurrence comme ça se fait bon. L'Union européenne a dit non. C'est contraire au droit de la concurrence. On a envie de leur dire, mais mettez-vous ce qui vous regarde, enfin, c'est pas le... Et nous sommes les seuls, je vous rassure, hein, c'est l'Union européenne, personne n'interdirait à la Constitution de... Alors, jusqu'à certaines limites, vous avez entendu parler de la loi antitrust aux États-Unis qui interdit de constituer des trucs trop gros. D'ailleurs, les GAFAM en ce moment sont dans le collimateur du système Trump qui considère que ça commence à être un peu beaucoup. Donc, je ne serais pas être surpris qu'il y ait des opérations de démantèlement aux États-Unis ces jours-ci à prendre du temps, parce qu'ils sont très très puissants, mais bon, la loi est la loi. Donc, nous avons tout ça par paresse, parce que nous avons choisi la béatitude de la fin de l'histoire. Enfin, on a considéré que l'histoire n'était plus tragique, donc à la fin après la chute du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique, la paix était enfin revenue dans le monde entier, que l'homme était devenu gentil et pacifique. Les seuls méchants du monde, c'était les communistes, donc comme il n'y a plus de communistes, il n'y a plus de méchanceté. C'est pour ça, c'est très logique. Ça ne résiste pas à l'analyse d'un enfant de 5 ans, bien entendu, parce que quand il est dans la cour de récréation, on peut vous garantir qu'il y a encore des méchants dans la cour de récréation. Quand ils sont plus grands, ils ne se contentent pas de tirer les chevaux, tout ça est très... Bon. Mais on a décidé ça.
Et on a décidé que la prospérité convertirait les méchants à la gentillesse. Puis on a décidé ensuite que de taper à répétition sur le monde musulman, un peu comme on tape sur un poulpe, hein, pour l'attendrir. Si vous êtes familier de la cuisine méditerranéenne, vous savez que quand on sort un poulpe de la tête, il faut commencer par lui taper dessus avant de... on a voulu faire ça avec l'islam, et puis on s'est rendu compte que finalement il résistait. Et qu'il n'était pas content. Et donc on se retrouve plusieurs années après avec des méchants de plus en plus nombreux, de plus en plus gros. Et puis nous avons abandonné notre système de défense, notre indépendance et notre capacité de réagir. Michel parlait tout à l'heure des avions suisses qui ne peuvent pas décoller sans l'autorisation formelle du Pentagone, ce qui est la stricte vérité. Je vous informe que c'est le cas de toutes les armées de l'air de l'Europe qui sont équipées d'avions américains, toutes, sans exception. Donc quand les Polonais disent on va les casser la Vous avez les Rafales, vous, en France? Ah, nous on a des Rafales, mais ils marchent tout seuls. On n'a pas besoin de... Oui, c'est pour ça qu'on a construit nos propres avions. Encore que je ne suis pas certain que sur les systèmes de navigation, il n'y ait pas aussi des problèmes de... Enfin, c'est pas si clair que ça. Et oui, on essaie de les vendre d'ailleurs aux pays européens avec un très grand succès, puisque de mémoire, je crois que depuis que le Rafale existe, c'est-à-dire 40 ans, on a dû en vendre en Europe, je crois, 12. Alors qu'on en a vendu des dizaines en Égypte, en Indonésie, dans des pays arabes, enfin dans le monde entier. Il y a beaucoup d'armées qui volent avec des Rafales, mais... Bref. Donc il y a une reconquête de ça à faire. Le problème, c'est que on a l'impression d'être dans une espèce de cercle vicieux, parce que lorsque les peuples décident, comme c'était le cas en France au moment du référendum de 2005, de rejeter les traités internationaux qui sont ce qui nous muselle, quelques années après, le pouvoir en place dit écoutez, ça ne va pas être possible, finalement on va quand même le faire. Ça produit, ça en France, une fracture irrémédiable de confiance entre la classe politique et le peuple. Si effectivement on est capable de dire que on ignore les résultats d'un référendum à un point tel que, pas 30 ans après, 3 ans après, sur le même sujet, avec la même intention et grosso modo le même texte. Enfin, on ne va pas se raconter l'histoire. Traité de Lisbonne et le projet de constitution européenne, c'est grosso modo la même chose. Ça produit une fracture. Donc on finit par se dire, alors attendez, bon, alors, les Chinois, la guerre entre les Chinois et les Américains domine la guerre économique mondiale. C'est à peu près certain. Là-dedans, il reste des très gros opérateurs économiques européens, d'ailleurs il y en a quelques-uns en Suisse aussi, il y en a dans tous les pays d'Europe, enfin les grands pays d'Europe. Est-ce que ça peut suffire pour résister? Bon, pas forcément, parce que leur indépendance n'est pas si assise que ça. Troisièmement, il y a une vie institutionnelle qui est à ce point méprisante des résultats des élections, des peuples eux-mêmes, qu'on ne voit pas très bien. Mais la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que ils n'empêcheraient pas les opposants de parler s'ils n'avaient pas la trouille. Ils ont la trouille. C'est terminé leur affaire. C'est fini. Il n'y aura pas 800 milliards d'euros de dépenses d'armement en Europe. Personne ne va aller mettre des avions, des chars et je ne sais pas quoi en face de Poutine. D'ailleurs, Poutine ne le fera pas non plus. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée que la Russie, qui est 7 fois moins peuplée que l'OTAN, 7 fois moins peuplée que l'OTAN, avec un budget de défense 15 fois moins important que le budget cumulé des puissances de l'OTAN, et vous croyez vraiment que Poutine est assez fou pour s'attaquer à 7 fois ou 15 fois plus gros que lui? Il y a que les Occidentaux qui sont assez bêtes pour imaginer des trucs pareils. Alors, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec un ami estonien que j'ai croisé un peu plus tard que ce week-end dans un autre pays européen, j'étais en Espagne. J'ai été invité à faire une conférence à Riga en Lituanie sur l'affaire de l'OMS que vous évoquiez à l'instant, juste avant Noël. Quand vous parlez de la Russie à des pays baltes, des ressortissants des pays baltes ou à des Polonais, évidemment, c'est pas la même musique. Ça, je comprends qu'ils ne puissent pas tout à fait avoir un point de vue équivalent. Enfin, on n'est pas obligé non plus qu'on les protège et qu'on les empêche de se faire envahir très très bien. Mais qui peut croire une seconde, que les Russes veulent envahir l'Europe occidentale? Vous ne pouvez pas dire à la fois tout le temps, il n'y a plus d'armée russe, l'économie est à genoux, le pays est exsangue, Poutine n'a pas de soutien, machin, d'un côté, ce qui est le discours officiel, puis d'un autre côté,
Ben ça y est, les colonnes de chars russes prennent le chemin inverse de l'armée de Napoléon quand elle est rentrée en 1812 après la Bérésina. C'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre, ça ne peut pas être les deux. Je termine en disant que ils ont peur. Ce système est en train de s'effondrer. Le problème, c'est que quand les systèmes politiques s'effondrent, ils se cassent la figure sur le nez des peuples. Donc on va le prendre sur la tête. Alors, ça, si on arrive à faire un pas de côté, on devrait s'en sortir, mais globalement, je suis persuadé que moi j'ai moins peur qu'eux. Hein. D'abord, j'ai pas peur, parce que, à part les colères de ma femme et l'enfer, j'ai pas peur de grand-chose dans ma vie. Mais très franchement, non, eux ont peur. Profitons de cette peur, ce sont eux qui sont faibles. Ils ont les atours de la puissance, mais tout ça c'est du vent. C'est du vent. Quand un homme comme Thierry Breton, vous avez tous entendu parler de Thierry Breton, vous l'a épargné celui-là, ce sont les Américains qui l'ont récupéré. Ils ne viennent pas tous en Suisse, heureusement pour vous, parce que qui a été patron de la plus grosse société de services informatiques du monde, Atos. Il l'a coulé d'ailleurs, avec un niveau de performance rarement égalé. Commissaire européen, très bien, c'est lui qui vient dire, mais on est obligé d'interdire les élections en Roumanie. Et si l'AfD fait trop de bruit en Allemagne, on fera pareil. C'est ça que dit M. Breton, commissaire européen, patron d'une énorme entreprise informatique. Je dis énorme, c'était 150 000 ou 160 000 collaborateurs dans le monde entier quand même. Hein. Je vous parle de ça. Enfin, c'est une entreprise qui a Atos intervenait partout. Ces gens qui sont tout puissants, on le monde entre les mains, viennent vous dire on va vous empêcher de parler, parce que pourquoi? Chocotte, on dit en français. Chocotte, ça veut dire la pétoche, la trouille. Ils ont les boules, comme dirait comme on dit en Ils ne savent plus quoi faire. Le problème, c'est que nous ne sommes pas encore tout à fait réveillés. Donc notre boulot, c'est de réveiller les gens, parce que les gens sont d'accord avec nous la plupart du temps. Pour une raison simple, c'est pas qu'on soit plus malin. Encore comme dirait une de mes amis espagnols, c'est pas qu'on soit mieux, mais il faut quand même reconnaître que les autres sont pires. Donc si vous voulez, notre problème à nous, c'est de réveiller les gens, de leur dire qu'ils ont raison de penser comme ils pensent. Que non, il n'y a pas 14 genres et 23 sexes, non, c'est pas vrai. Que la liberté, ça ne se morcelle pas. Que la souveraineté, c'est comme le fait, pardon mesdames, d'être enceinte. Vous l'êtes ou vous l'êtes pas. Vous êtes souverain ou vous l'êtes pas. Il n'y a pas de un peu souverain. Non, ça c'est pas vrai. Tout ça, ça n'est pas vrai. Les gens croient ça. Notre travail, c'est de les conforter dans le fait qu'ils ont raison de croire s'y croire et de leur dire, alors maintenant que vous êtes sûr que vous croyez. Si, petite suggestion amicale, pas pour vous, parce que des discussions de bistrot, et pour moi qui vais à la fois au bistrot par goût et par devoir, comme si de temps en temps j'entends ça sur le comptoir, si peut-être vous votiez conformément à ce que vous croyez de temps en temps, simplement en évacuant le vote utile, les trucs, ah bah oui, mais je vote pas parce que il va pas gagner, donc je vote pas pour lui. Dans les dîners en ville, quand vous commencez, les gens arrêtez de défendre des candidats qui devraient défendre, hein, dans les dîners entre amis, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'ils préparent des choses pas agréables. Votez donc comme ce que vous croyez. Cherchez les candidats qui pensent comme vous, soutenez-les, votez pour eux. Parce qu'un jour, il n'y en aura plus si vous ne les soutenez pas. C'est ça notre travail. On fait tout le reste, hein, le président de parti politique est responsable, ils font des programmes, des textes, des communiqués de presse, plein de trucs, et il faut le faire, parce que si on ne le fait pas, Mais notre travail, c'est ça, c'est de conforter les gens dans ce qu'ils croient et de leur dire mettez vos choix politiques en accord avec ce que vous croyez. Si vous faites ça, ce système qui est d'une faiblesse périra, car tout royaume divisé contre lui-même périra. C'est dans Saint Matthieu, donc c'est vrai. Donc soyez souverains. Et puis on l'est ou on ne l'est pas, effectivement, on l'est ou on ne l'est pas. À nous en Suisse, hein, c'est un gros sujet, la souveraineté. Et puis par rapport à ce que vous vivez en Union européenne, c'est vrai que la Suisse a encore une longueur d'avance. Donc on peut encore faire beaucoup de choses. Moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur la politique de défense. Donc, vous en avez parlé, les chars russes ne vont pas arriver tout de suite. Toutefois, la Suisse, vous savez que la Suisse c'est un pays neutre. Hein. C'était bon, c'est un pays neutre.
Donc en fait, nous, lorsque il y a une guerre, on a le droit de se défendre, ça, il n'y a pas de problème. La neutralité armée, vous avez entendu parler. Et puis lorsqu'on peut agir, alors c'est pour nous défendre bien sûr, mais également si l'ONU nous autorise à agir parce qu'il y a un problème particulier. Là, on pourrait imaginer qu'on a un certain nombre de brigades qui peuvent partir. Voilà. Eh bien, vous le croirez peut-être ou pas, mais aujourd'hui, le Conseil fédéral se pose quand même la question, vu la crise en Ukraine, avec les Russes. Donc, ça me paraît absolument hallucinant qu'ils se posent même la question. Et ça va dans le même sens de dire que, en fait, ce système, enfin, c'est pas le système, mais c'est que cette politique est en train de vaciller très sérieusement. Parce que oser dire des trucs pareils, d'abord, ça permet de garder le peuple dans la peur. Donc, vous savez bien, quand on a peur, ben, on n'est pas très vaillant. Hein. On n'est pas très vaillant, on se divise, on va se cacher dans un coin, et puis c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc, il faut aussi comprendre tout ce système qui est mis en place pour régulièrement nous garder dans cette peur, de manière à ce qu'on n'agisse pas. Mais c'est vrai qu'il y a certainement beaucoup de gens qui pensent la même chose que nous, mais qui ne le disent pas. Donc, bon, il y en a 20%, ils sont perdus, on est d'accord, mais il y en a au moins encore 40% à rattraper, plus nous. Donc moi j'ai bien aimé le fait que vous ayez dit qu'il ne fallait pas se démoraliser complètement, malgré tout ce qu'on vit. Et puis bon, si vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et j'aimerais vous parler un tout petit peu de la citoyenneté, parce que ça me paraît super important. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aurait des idées pour que les gens redeviennent des citoyens? Parce qu'on a l'impression que ça ne s'intéresse à la politique. Et je pense que le cœur du problème, c'est de repolitiser le citoyen. Alors, dans le bon sens du terme, ça ne veut pas dire que vous devez faire partie d'un tel parti ou d'un autre. C'est simplement de faire de la politique citoyenne. C'est ce qu'on fait au mouvement fédératif roman, c'est de la politique citoyenne. On fait partie d'aucun parti, mais on agit pour le bien de la cité. Voilà, c'est ça, faire de la politique. Comment est-ce qu'on pourrait repolitiser les gens? Est-ce qu'on pourrait avoir des grands projets, ou des petits projets, qui pourraient les aider à se repolitiser? Alors, c'est la question que je vous pose ce soir. Peut-être que vous allez pouvoir y réfléchir et puis nous donner des idées. Bon, pour fédératif roman, on n'entend que ça. De savoir comment on peut repolitiser les gens, parce que je crois que la clé du succès, elle réside dans cette repolitisation des citoyens. En France, l'an prochain, nous avons des élections municipales. C'est inscrit dans le calendrier électoral. Il peut se passer des tas de choses. Enfin, en principe, nous avons des élections municipales au mois de mars 2026. Nous sommes, comme beaucoup de partis politiques en France en ce moment, en train de chercher des candidats pour se présenter sur des listes municipales. Et je suppose qu'en Suisse, c'est la même chose. On s'inscrit sur une liste et puis ils sont des scrutins de liste dans des communes. Voilà. Et alors, nous avons de plus en plus de mal à trouver des candidats. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y en a beaucoup qui considèrent que ça ne sert à rien. Ça n'est pas vrai. Je vais reprendre tout ça par la suite. La deuxième raison, c'est qu'on considère que, comme nous avons nous affaire à des gens qui sont honnêtes et droits, ils considèrent qu'à un moment, ils n'auront pas le temps, ils ne savent pas faire, ils n'ont pas la disponibilité, etc., etc., etc. Ça n'est pas vrai. La troisième raison, c'est qu'ils pensent qu'on n'a pas besoin d'eux. Ça n'est pas vrai. Alors, j'oublie des raisons, vous pouvez en ajouter d'autres, à chaque fois je vous dirai, non, c'est pas vrai. La seule chose qui soit certaine, c'est que, alors, je mets de côté les grandes villes dans lesquelles, d'abord, ce sont des scrutins en France, en tout cas, qui sont très politisés. Donc, dans les grandes villes, les listes sont pilotées par des partis politiques locaux, en tout cas. Et là, si vous n'êtes pas, sauf exception, si vous n'êtes pas encarté membre d'un parti politique, c'est très difficile d'entrer sur une liste municipale. Je suppose que c'est pareil ici. En revanche, dans les communes plus petites, ça répond directement, Michel, à la question que vous venez de poser, c'est par le retissage des relations, là où on est, qu'on réapprend la citoyenneté, la joie qu'il y a de rencontrer ses voisins, ses collègues, les habitants du même village, de faire des choses de manière partagée, ensemble, de coopérer. C'est un très beau mot, coopérer. C'est vraiment
pas forcément compliqué. C'est pour ça que je dis à tous nos adhérents pour essayer de les convaincre. J'y arrive très peu, hein, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas encore trouvé la martingale, mais ne serait-ce que si vous rentrez dans votre conseil municipal pendant 2 ans, le temps de construire un terrain de boule, parce que vous avez identifié que dans votre village sur un terrain de boule, entrez-y, faites votre terrain de boule et démissionnez. On n'est pas marié avec son conseil municipal. Donc on a le droit de dire que ce n'était pas la bonne porte, ça va durer le temps de faire, très bien, on n'est pas, ok. Il y a des tas de choses à faire comme ça. Il y a des tas de choses à faire. Pourquoi y a-t-il tant de choses à faire que ça? Parce qu'avant, ce qui était fait par le monde associatif, parfois les organisations syndicales, parfois les patronages locaux, parfois enfin des tas de choses que vous avez connues vous ici, évidemment, il n'y a plus tout ça maintenant. Qui s'en occupe? La réponse, les élus locaux. En tout cas en France, c'est clair, ça tient à peu près exclusivement sur eux. Alors on cogne dessus en disant ça coûte un prix fou. J'ai tout entendu. Là. Il y a autant de communes dans la seule France que dans tout le reste de l'Europe, près de 35 000. Et alors foutez-nous la paix. On a d'abord demandé l'autorisation à personne, premièrement. Deuxièmement, on vit comme ça parce que la France s'est constituée autour des églises. C'est bête, hein, mais il y avait une église, une paroisse, donc les gens se sont mis autour. Voilà. Et comme tout ça a été réparti, on avait des champs à cultiver, il fallait des trucs partout, donc on a mis des trucs partout. Très bien. Et s'il n'y avait pas ces braves gens dans les conseils municipaux, quand il y a 11 personnes, 15 personnes, 19 personnes dans les petites communes, pour faire fonctionner les centres d'action communale, les communes d'action sociale, la salle des fêtes, les kermesses d'école, etc. Donc, vous voyez que ça marcherait encore de comment ça ne marcherait pas du tout. J'étais maire de Rambouillet pendant la canicule de 2003. Rambouillet, c'est une ville de 27 000 habitants, 28 000 habitants. 27 000 à l'époque. Et arrive la canicule en 2003 qui était très très lourde, enfin qui a provoqué le décès de beaucoup de personnes. Et donc je pars avec mon épouse chérie en vacances pour quelques jours, et en partant, j'ai voulu m'assurer qu'un certain nombre de personnes âgées qu'on connaissait, qui étaient isolées et dont l'autonomie était réduite, pourraient avoir des visites régulièrement, même pendant que les vacances continuaient, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? Et on a sollicité le tissu associatif local. Et les présidents d'associations, les responsables d'associations, les membres d'associations qui étaient là, donc le club de foot, le club de philatélie, le club de pétanque, le club des rameurs, le club de je sais pas quoi, des gens qui étaient là, du monde associatif que nous connaissions. On leur a demandé s'ils étaient d'accord pour aller faire un tour, rendre visite aux personnes. Hein. C'est ça l'action municipale. C'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est pas difficile. Le problème, c'est que il faut pour ça une équipe municipale qui comprend que c'est ça qu'il faut faire, et avec des gens qui sont motivés pour faire ça. Mais là, on ne parle pas d'un parti politique, on ne parle pas de... Là, c'est pas des débats sur la bande de Gaza, la guerre en Ukraine et Trump versus Biden. On ne parle pas de ça. Hein. On ne parle pas de ça. On dit il y a des gens à aider, on les aide. Et on les aide à faire ce qu'ils ne pourraient pas faire tout seuls s'il n'y avait pas de l'appui de temps en temps du conseil municipal, si modeste soit-il, ou des élus qui sont là pour... Ça sert à ça, les élus locaux aujourd'hui. C'est une magnifique mission. Ne me dites pas que vous ne savez pas faire ça. Alors, ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Et si un beau jour vous n'avez pas le temps, ben vous arrêterez. J'en ai vu, hein. J'ai fait 4 mandats municipaux à la mairie de Rambouillet. Le nombre de gens que j'ai vu partir en cours de mandat parce qu'ils déménageaient, changeaient de métier. Je pense à une de mes collègues, j'ai pensé pour elle en ce moment, et son fils qui est mort d'un accident de moto très jeune. Il s'est arrêté parce que sa vie était bouleversée, qu'il ne pouvait pas faire avec. Donc il y a des tas de circonstances de l'existence qui justifient que vous coûtiez un conseil municipal. Vous n'êtes pas marié. C'est pas un engagement à vie, c'est pas un sacrement d'être élu. Donc s'il faut arrêter, on arrête. C'est pas grave. Au moins, ce que vous avez à faire, faites-le. Et ne vous trompez pas, nos adversaires n'ont pas du tout le même genre de scrupules. Pas du tout. Comme dit la célèbre phrase de ce grand contre-révolutionnaire irlandais qui s'appelait Edmund Burke, il disait la seule chose nécessaire au triomphe du mal est l'inertie des gens de bien. Là, je ne parle pas du triomphe du mal, hein. Là je parle simplement de ce bien qui est à faire, que personne ne fera à votre place. Si vous n'y collez pas, personne s'y collera. Et si ce n'est pas vous qui le faites, parce que c'est votre histoire, votre culture, votre sensibilité, votre énergie, personne ne fera comme vous, ni à votre place. Je suis en train de vous dire ce que vous devez dire aux autres, hein, parce que évidemment, vous êtes tous et toutes convaincus de tout ce que je suis en train de raconter. Donc j'ai pas d'illusion. Et c'est ça qu'il faut arriver à dire aux gens. On a besoin de ça. Et si on arrive à faire ça,
Il n'y a pas de petit bien à faire. Il n'y a que du bien. Il n'y a pas de bien sans importance. Il n'y a pas de petite action bonne sans valeur. Tout ça n'existe pas. Tout ce qu'on sème, on n'est pas propriétaire des fruits, mais c'est ça le travail d'un élu local, c'est pas autre chose. Donc voilà, j'espère que mes contemporains comprendront ça, parce que pendant que nous ne prenons pas les places dans les conseils municipaux, nos adversaires, eux, les prennent. Eux, ils les prennent. Et je vous garantis que, comme je vous le disais, n'ont pas ce genre de scrupules. Et nous sommes dans une bagarre, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Donc tout, il y a encore plein de choses à faire. Hein. C'est ça qui est... Non, mais il y a beaucoup de choses à faire. Ah oui, mais on va y arriver. Et puis, même quand on nous dit, parce que très souvent, au mouvement fédératif roman, on nous dit, enfin, bon, ça sert à quoi ce que vous faites, finalement, on ne voit pas d'effet. Alors, d'abord, j'en suis pas persuadée, première chose. Hein. On ne sait pas. Moi, je pense que quand même, ça a de l'effet. Petit, peut-être, mais ça a de l'effet. Et puis, si on ne fait rien, c'est le plus sûr moyen que ça n'ait aucun effet. Voilà. Donc, on sème des petites graines. Il y en a bien qui vont finir par pousser, de toute façon, vous ne croyez pas? Voilà. Donc en fait, il faut absolument se repolitiser, ne pas se décourager et faire des actions locales. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est les actions locales, des toutes petites actions. Vous pouvez tous les jours faire des petites actions de déstabilisation. Vous allez à la Migros, vous discutez avec la caissière 2 minutes, vous allez balancer un petit truc, et puis vous voyez bien comment ça réagit. Et parfois, on est très étonnés que vous avez des gens comme ça, vous imaginez même pas qu'ils pensent la même chose que vous, mais ils pensent la même chose que vous. Voilà, donc tout ça, c'est important de faire de la subversion tous les jours. Bon, moi, j'ai ma vice-présidente, c'est la plus grande pour la subversion, c'est une championne du monde, et peut vous en raconter des choses. Voilà. Très intéressant. On vous écouterait encore bien volontiers 1 heure ou 2. Il va falloir le faire, c'est le seul moyen de vous écouter encore, tous les deux. Merci infiniment. C'était très très intéressant. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors on va les applaudir bien fort.